Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que le son est bon? Parfait, impeccable. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à féliciter le comité d'organisation de l'AMCC pour la réussite dans l'organisation de ce congrès de médecine générale. Je vous remercie aussi vivement pour m'avoir permis d'être parmi vous. C'est un honneur pour moi. Certes en distanciel et j'aurais beaucoup aimé être présent avec vous, mais comme vous le savez, certaines restrictions dans les déplacements ne m'ont pas permis d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis docteur Psylanas, je suis le responsable médical sur les aires thérapeutiques respiratoires et allergies au sein des laboratoires GSK et je couvre aussi bien le Maroc et la Tunisie. Donc je commence par partager mon écran et j'espère que vous arrivez à voir l'écran. Si je peux juste avoir une confirmation de mes collègues. Alors, ma thématique d'aujourd'hui va tourner autour de la prise en charge de l'asthme. Je vais essayer tout au long de la présentation de plutôt faire et insister sur certains défis dans cette prise en charge-là. Vous n'êtes pas sans le savoir que l'asthme est une pathologie chronique. C'est un traitement en long cours, mais pas seulement le traitement médicamenteux. Donc, on parle d'une prise en charge en général. Et je vais, dans ma présentation, insister sur, en comparant bien sûr, deux approches différentes dans la prise en charge, la proactivité dans le traitement ou bien la réactivité aux symptômes. On va le voir tout à l'heure. Je rappelle tout d'abord mes conflits d'intérêts. Donc, je suis employé à temps plein chez GSK et cette présentation entre dans le cadre d'un symposium promotionnel. Alors, tout d'abord, je vais essayer de rappeler très brièvement quelques chiffres de prévalence au niveau tout d'abord mondial. On estime plus de 300 millions d'asthmatiques de par le monde, c'est des chiffres de 2016. Au Maroc, la fameuse étude ERMA qui a été menée dans le Nord-Afrique et la prévalence aussi bien dans le Maroc mais aussi dans la Tunisie, c'est une prévalence qui varie selon cette étude qui est assez ancienne, entre 3 et 5. Sachez que cette prévalence-là, elle est sous-estimée dans nos pays, mais aussi au niveau mondial, parce que cela est dû à certaines limitations dans les études de prévalence qui se font généralement par des questionnaires, que ce soit en direct ou en téléphonique. Et donc, on va le voir, il y a un certain impact en termes d'estimation des patients par rapport aux symptômes. Mais ce qui est clair, c'est que c'est une maladie, vous le voyez ici, qui est très impactante en termes de qualité de vie pour les patients. Alors, tout d'abord, il est important de rappeler la définition de l'asthme. Et je prends cette définition-là de Gina. Tout d'abord, il faut souligner que l'asthme est une maladie hétérogène. On parle de phénotype d'asthme, mais ce qui est à retenir, c'est que chaque personne et chaque patient asthmatique, il est différent de l'autre. On ne va pas entrer dans les détails, mais ce qui est clair, c'est que c'est une maladie qui est caractérisée par une inflammation chronique au niveau des bronches. Cliniquement, donc, c'est une respiration sifflante, dyspnée, oppression thoracique et tout. Généralement, c'est un tableau qui va associer 2 ou 3 signes. Mais ce qui est aussi important à noter, c'est cette notion de variabilité au fil du temps et en intensité. C'est ce qui caractérise cette pathologie asthmatique, c'est cette notion de variabilité, à la différence par exemple de la BPCO, qui fait partie du même syndrome obstructif, mais qui présente des signes qui sont plutôt persistants dans le temps. Et donc aussi en termes de fonction respiratoire, une variabilité surtout et une limitation des débits expiratoires. Donc une inflammation chronique, obstruction bronchique par bronchoconstriction et hyperréactivité bronchique. C'est le tableau physiopathologique de l'asthme. Donc l'inflammation, elle joue un rôle très important dans la physiopathologie de l'asthme. On part d'inflammation aiguë suite à des facteurs déclenchants en passant par une inflammation chronique qui va sévir à bas bruit chez certains patients ou présenter une exacerbation chez d'autres patients. Ce qu'on veut justement limiter et éviter en traitant et en prenant en charge nos patients asthmatiques, c'est d'éviter ce qu'on va appeler le remodelage
bronchique. Vous voyez ici à gauche une branche, une copie histologique schématique d'une branche normale. Ce qui est à noter à droite, et si on veut comparer, c'est ce changement structurel dans les branches, une hypersécrétion de mucus, une hypertrophie des glandes à mucus, une hypertrophie musculaire lisse, vous voyez ici comparativement à une branche normale, une augmentation du volume des vaisseaux sanguins, mais aussi en quantité des vaisseaux sanguins, aussi un changement dans les cellules caliciformes et les cellules ciliaires. Donc, c'est ce qu'on veut justement éviter en traitant notre patient asthmatique. Et justement, ce qui va m'amener à partager avec vous l'objectif principal de cette prise en charge de l'asthme-là, c'est le contrôle de la maladie, le contrôle de l'asthme. Mais le contrôle de l'asthme va passer par deux grands piliers. Le premier, c'est le bon contrôle des symptômes. Ça va passer par un bon contrôle des symptômes diurnes, un bon contrôle des symptômes nocturnes, excusez-moi, une amélioration de toutes les limitations d'activité. Et vous n'êtes pas sans le savoir que l'asthmatique, on va de plus en plus lui conseiller de faire une activité sportive. Et deux, éviter au maximum le recours au traitement de secours. Ça, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, c'est la minimisation, toujours dans le cadre du contrôle de la maladie. Minimiser les risques futurs d'une façon générale, principalement la mortalité liée à l'asthme. Heureusement, la mortalité a beaucoup baissé avec l'avènement des thérapeutiques inhalées, mais ça reste aussi un risque. Réduire les risques d'exacerbation, réduire, comme on l'a dit avec le remodelage bronchique, le risque que la limitation des débits expiratoires devient persistante et pas variable, et ça c'est quelque chose de très important, mais aussi limiter les risques liés aux médicaments. Et donc la question qui se pose, est-ce qu'on peut atteindre cela dans la vraie vie? La réponse, je vous le dis dès maintenant, oui c'est possible, mais ça passe par plusieurs défis qu'on va voir maintenant. Aussi, je rappelle les deux, puisqu'on parle d'un traitement inhalé, je ne vais pas aller dans les détails des thérapies particulières, mais principalement l'inflammation bronchique, on aura besoin de corticoïdes principalement inhalés, parfois par voie orale en cas d'exacerbation. Et pour la bronchoconstriction, on aura besoin de bronchodilatateurs. Actuellement, c'est les bronchodilatateurs de type bêta-2 mimétique, mais on va le voir, on peut associer même les antimuscariniques. Mais ce qui est à noter, c'est que dans les traitements que j'ai déjà cités, on doit diviser le traitement en deux chapitres. Un, le traitement de fond que je vais donner aux patients d'une façon régulière pour traiter la physiopathologie sous-jacente de la maladie, et les traitements de secours. Les traitements de secours, ce sont généralement les bêta-2 mimétiques de courte durée d'action qu'on va utiliser au besoin d'une façon ponctuelle pour soulager une bronchoconstriction, une symptomatologie, un type de dyspnée, de tout qui va être gênante pour le patient, même en prévention, on va le voir après, d'une bronchoconstriction induite par l'effort, et c'est la seule indication en préventif pour les patients. Pour les traitements de fond, c'est soit un corticoïde inhalé, et la base d'un traitement de l'asthme, c'est les corticoïdes inhalés seuls. Après, on peut associer ce qu'on va appeler les bronchodilatateurs de longue durée d'action, mais jamais seul, donc pas comme dans la BPCO. Dans la BPCO, on peut donner un bronchodilatateur seul et jamais de corticoïde seul dans la BPCO. C'est l'inverse dans l'asthme. La corticothérapie inhalée, c'est la base, et jamais de bronchodilatateur seul, toujours en association pour juguler une bronchoconstriction chronique. Comment traiter? Un des schémas, celui de Gina que vous connaissez peut-être certainement, c'est les différentes possibilités de traitement. Mais je vais aller très rapidement, ce qui est à noter, c'est cette histoire d'escalade thérapeutique, parce que le traitement de l'asthme n'est pas figé dans le temps, mais cela concerne le traitement de fond, et c'est une escalade, 1, dans l'association, et 2, dans le dosage du corticoïde. Et ce qui va m'amener justement à parler des approches de traitement, comme j'ai dit, proactivité ou réactivité aux symptômes. Je vais vous expliquer les deux approches, qui sont des approches validées par certaines études, mais on va voir l'apport de cela dans la réalité du terrain. Alors, une approche proactive à dose régulière, c'est une approche dans laquelle, lorsque je traite le patient, je vais donner un traitement à base d'un corticoïde seul ou en association avec un bronchodilatateur.
de longue durée d'action. Donc, vous voyez en orangé, c'est des doses qui vont être constantes dans le temps, matin et soir. Après, je vais donner un SABA ou un bronchodilatateur de courte durée d'action qui m'a comme traitement de secours. Et c'est des doses que va prendre le patient au besoin selon les variabilités des symptômes. Qu'en est-il des approches réactives? Réactives pourquoi? Parce que c'est des approches qui vont être réactives aux symptômes dans le corticoïde qu'on va donner. Alors, on a les approches qu'on appelle MART ou les approches PRN, mais grosso modo, c'est une même association à base d'ICS formoterol qu'on va donner, et cette même association va être utilisée comme traitement de fond et comme traitement de secours. Et ça va faire que, ici, dans l'approche proactive, pourquoi le terme de proactivité, on va le voir tout à l'heure, la dose de corticoïde, elle est constante tout au long d'une prescription. Je ne parle pas de step-up ou de step-down, je parle par exemple d'un laps de temps de 3 mois. Par contre, ici, les doses de corticoïdes sont variables. Cela est dû au fait que le patient va ajouter en traitement de secours un traitement liquide, le corticoïde. Donc, au final, cela va engendrer une variabilité de jour en jour de la dose de corticoïde. Et au final, le premier défi, quel est l'impact de ces différentes approches sur l'action, justement, rappelez-vous, sur l'inflammation bronchique et l'hyperréactivité bronchique? L'asthme, si on peut le schématiser, ça va être comme, disons, un iceberg. On a une partie qui est visible, qu'on voit, les exacerbations, les symptômes qu'éprouve le patient. La fonction pulmonaire, vous voyez, elle est à cheval. Un peak flow, donc un débit expiratoire de pente, on peut le faire même d'une façon bilatoire à la maison chez le patient quand il a le peak flow. Ce qui est caché, c'est justement cette partie de la physiopathologie de la maladie. C'est caché parce qu'on n'a pas la possibilité de faire et d'évaluer d'une façon facile, usuelle, cela. L'hyperréactivité bronchique, l'inflammation bronchique et le remodelage bronchique, et quel est l'impact des différentes approches sur ce premier défi. Une des études publiées ici sur l'hyperréactivité bronchique. Comment on a évalué l'hyperréactivité bronchique? On l'a évalué par un test qui s'appelle le test de provocation à la méthacholine. C'est une substance qu'on va faire inhaler aux patients à des doses progressives et qui va engendrer une bronchoconstriction même chez une personne normale. Mais la différence, c'est que l'asthmatique va déclencher une bronchoconstriction à des très faibles doses de méthacholine. La personne normale va déclencher une hyperréactivité bronchique à des doses très élevées. Et c'est ce qui va nous montrer quelque part le seuil, ce seuil d'hyperréactivité bronchique, et réellement, c'est ce qui différencie un patient plutôt asthmatique d'une personne qui n'est pas asthmatique, c'est cette notion d'hyperréactivité bronchique. Ce qui est à noter ici, et c'est quelque chose de très intéressant, c'est que lorsqu'on a traité des patients ici avec un traitement régulier pendant 3 mois, on a amélioré le VEMS et même la clinique en termes de symptômes. On a aussi amélioré l'hyperréactivité bronchique. Vous voyez que la dose de méthacholine nécessaire pour la bronchoconstriction ne cesse d'augmenter. Et donc, le patient, son seuil d'hyperréactivité s'abaisse. Mais la deuxième partie de l'étude, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que vous voyez le plateau ici du VMS, c'est-à-dire qu'après 3 mois, je vais avoir une stabilisation du VMS, une stabilisation sur les symptômes de patient. Mais dans cette étude-là, ça ne nous a pas empêché d'arrêter le traitement. On a continué, et c'est pour cela je parle d'une notion de proactivité. On a continué le traitement, et qu'est-ce qu'on a remarqué? Que même si cliniquement le patient se stabilise, mais en continuant la thérapie, on a encore diminué le seuil d'hyperréactivité bronchique et on a amélioré cette hyperréactivité des bronchiques chez ces patients-là. Donc c'est pour cela c'est très important cette notion de maintien dans le traitement, et on va voir sur la clinique aussi l'implication de cela. La deuxième partie, très rapidement de l'étude, 1 mois d'arrêt de traitement, et vous voyez la chute et l'aggravation de l'hyperréactivité bronchique et du VMS. Concernant l'inflammation bronchique, on l'a évalué dans cette étude-là par un dosage des polynucléaires éosinophiles au niveau des biopsies endobronchiques, mais aussi au niveau des expectorations. Ce sont des examens qui ne peuvent pas se faire en routine quotidienne, ça coûte énormément cher. C'est pour cela qu'on dit c'est une partie cachée. On peut actuellement évaluer par ce qu'on appelle le FeNO, la fraction exhalée de monoxyde d'azote, mais dans cette étude-là, si on compare en vert ici un traitement proactif dans la dose régulière par rapport au violet ici,
ou on mord une approche de traitement réactive aux symptômes, on voit que la constance de la dose de corticoïdes nous a permis de réduire le taux des polynucléaires éosinophiles et donc de l'inflammation. Le deuxième défi, j'ai parlé au début, vous vous rappelez de ma présentation, sur la sous-estimation de la prévalence de l'asthme due à un souci de perception des patients. Et c'est un réel défi dans la prise en charge de l'asthme. Pourquoi? Parce que tout d'abord, on peut être face à ce qu'on appelle des patients mauvais percepteurs par rapport à leurs symptômes d'asthme. C'est des patients qui vont être moins sensibles à leurs symptômes. C'est des patients qui vont être en difficulté de reconnaître les signes d'exacerbation d'asthme, et ça c'est prouvé par des études, on va le voir. C'est des patients qui vont être moins susceptibles d'initier un plan d'action, de prendre leur traitement. C'est des patients qui vont croire que leur maladie elle est contrôlée, et donc il y aura un retard de prise en charge. Dans l'autre versant, on peut être face à des patients hyper percepteurs par rapport à leurs symptômes. C'est des patients qui vont être plus à l'écoute de leurs symptômes d'asthme, et donc c'est des patients qui vont abuser des traitements, surtout des traitements de secours, et même avoir recours aux soins d'urgence d'une façon générale. Et donc finalement, là, laisser le choix aux patients de jouer sur le traitement peut ne pas être infaillible pour les raisons que j'ai citées, et les études l'ont prouvé. Cette étude-là, qui inclut 8000 patients, 20% seulement étaient bien contrôlés. Et vous voyez à gauche que la majorité avait considéré que leur asthme était bien. Aussi, cette étude-là, 700 patients, 86% des exacerbations sévères n'ont pas été relatées dans cette étude-là parce que les patients avaient considéré que les signes qu'ils avaient n'étaient pas, disons, graves pour aller réclamer ça aux investigateurs de l'étude. Et donc, c'est quelque chose de très important. C'est pour cela que je vais insister beaucoup sur la bonne évaluation du contrôle de l'asthme avant le traitement et en cours de traitement. Il ne suffit pas de poser ou de demander aux patients qu'est-ce qu'il pense des symptômes de sa maladie ou du contrôle. Il faut utiliser des questionnaires qui sont validés. Il y a les questionnaires de GINA, mais il y a l'ACT, le test de contrôle de l'asthme ou l'Asthma Control Test. C'est un questionnaire très simple, 5 questions qu'on va notifier selon la réponse du patient, et on va avoir un score qui va varier de 5 à 25. Un score supérieur à 20 va nous donner et dire que le patient il est bien contrôlé. Au-dessous de cela, c'est qu'on n'a pas un bon contrôle, et c'est un des bons outils importants pour évaluer le contrôle chez les patients. Et justement, le contrôle, une des études très rapidement qui a évalué le contrôle avec les approches réactives, ça n'a été atteint ici que dans 17% des cas. Dans d'autres études, avec des approches proactives à dose régulière, et notamment la fameuse étude GOAL, c'est une des études de GSK et ça reste toujours d'actualité. C'est une étude dans laquelle on a démontré un contrôle chez 4 patients sur 5, mais surtout que lorsque j'atteins le contrôle après 3 mois de traitement et en maintenant le traitement comme tel, on a pu démontrer que je peux maintenir le bon contrôle chez les patients. Et très rapidement, je passe sur les résultats de l'étude. Aussi, la réduction des exacerbations par rapport aux patients. Ce qui m'amène au troisième défi, l'avant-dernier défi, qui est le dispositif d'inhalation. Et comme vous le savez tous, on a besoin des traitements inhalés dans l'asthme, et comme vous le savez aussi, qu'il y a plusieurs dispositifs qui existent actuellement à disposition pour les patients. Mais ce qui est à noter, c'est que quel que soit le type de traitement, quelle que soit l'approche de traitement, quel que soit le nom du produit, la molécule, etc., il suffit pour un patient de faire des erreurs de manipulation en prenant son médicament. Regardez l'impact. Ça, c'est une étude très connue de Mélanie qui a pris pratiquement 1700 patients. Elle n'est pas la seule à l'avoir démontré. Je vais dire le simple fait, ce n'est pas quelque chose de simple, mais le simple fait de manipuler d'une façon incorrecte et de faire des erreurs de manipulation, regardez l'impact pour votre patient asthmatique. C'est des augmentations de presque 50% des risques d'hospitalisation. C'est une augmentation de 62% des risques d'accès et de visite aux urgences. Une augmentation de pratiquement de 50%
d'utilisation des corticoïdes par voie orale et des antibiotiques. Et donc, c'est très important d'insister sur la bonne technique d'inhalation. Je vais aussi partager ce qu'a relevé certaines études et certains auteurs par rapport aux critères d'un dispositif de poudre sèche idéal. C'est quoi au final un bon dispositif? C'est un dispositif qui doit émettre une dose constante pour le patient. C'est un dispositif qui va émettre une dose cohérente, quelle que soit la dose restante. Comme vous le savez, il y a des dispositifs à réservoir et ça peut impacter. Des doses donc émises qui vont être indépendantes du débit inspiratoire, des doses protégées contre l'humidité, une facilité d'utilisation, un compteur de dose, un embout buccal confortable, etc., etc. Et je vais, permettez-moi de partager avec vous certains des critères qui vont faire que le discus va se rapprocher très étroitement à ces critères-là du dispositif idéal. Tout d'abord, j'ai exprès mis le dispositif en coupe pour vous montrer à l'intérieur la technologie particulière et elle est unique en son genre pour le dispositif du Ceretide et donc du discus. Vous voyez ici, c'est ce blister-là. C'est un blister enrôlé, vous voyez les pointillés, ce sont des doses unitaires. Chaque dose à l'intérieur du discus, elle est indépendante de l'autre dose. Et c'est le mécanisme qui va déclencher, qui va ouvrir le blister et va mettre à disposition la dose pour le patient. Et à la différence des produits à gélules, par exemple, ou des produits à réservoir, c'est une protection supplémentaire contre l'humidité. Deux, vous voyez ici que la dose, elle est justement dispensée exactement ici, presque, vous voyez, à quelques millimètres de l'embout buccal. Ça va faire qu'on n'a pas besoin d'un fort débit inspiratoire pour prendre la dose. Et d'ailleurs, c'est le seul dispositif qui a là, même à partir de 4 ans, le discus du Ceretide. Et donc, c'est un apport de plus, un compteur de dose, un nombre de doses déclenchantes qui est faible, ok, et les erreurs de manipulation, puisqu'on l'a souligné. Une des études qui a comparé cela, ce qui est à noter, c'est que les dispositifs en spray, ce sont les plus pourvoyeurs d'erreurs de manipulation. Dans cette étude-là, comparant Turbuhaler et aérolyseur, le discus a donné ici moins d'erreurs de manipulation. Dans cette même étude-là de Molimar, en divisant par tranche d'âge, pour les moins de 30 ans, discus, c'est le moins pourvoyeur d'erreurs de manipulation. Pour les 31 et plus, et pour les personnes âgées, discus fait la même chose que l'aérolyseur, mais beaucoup moins que les sprays et le Turbuhaler. Et je termine par le dernier défi, c'est les traitements de secours. C'est les SABA, l'abréviation de Short Acting Beta Agonist ou les bêta-2 agonistes de courte durée d'action. C'est un grand défi en soi. On les donne comme traitement de secours, mais il faut souligner que leur utilisation ne doit pas être abusive. Pour que dire qu'un patient il est bien contrôlé, il ne doit pas utiliser plus de 2 fois par semaine sans traitement de secours. Plus que cela, ça va vous mettre la puce à l'oreille que ce patient-là n'est pas contrôlé, et voire même, si le patient utilise une boîte de traitement de secours par mois, c'est un patient à fort risque d'exacerbation, même si il est en termes de symptômes bien contrôlé, et donc c'est quelque part, c'est votre thermomètre entre parenthèses pour pouvoir déceler très rapidement un risque d'exacerbation, un risque de non-contrôle. Mais ils ont leur avantage, c'est l'accessibilité, le prix qui n'est pas cher, plusieurs formes en spray, en poudre sèche, en nébulisation, par voie orale, etc., etc. Le rapport en exacerbation. Aussi, l'indication en préventif de la bronchoconstriction induite par l'effort. Et il faut conseiller l'activité sportive chez vos patients asthmatiques et ces doses-là qui vont être données ici dans la prévention de la bronchoconstriction induite par l'effort ne vont pas être comptabilisées, rassurez-vous, dans l'évaluation du contrôle du patient. Donc, c'est une utilisation à part puisqu'on va, et d'ailleurs, il y a beaucoup de sportifs à l'échelle mondiale qui ont pu réussir à très haut niveau en adoptant ces approches-là pour le traitement. Et je termine par cette slide-là par rapport au contrôle. Plus on va atteindre proactivement un bon contrôle en recherchant la bonne dose de corticoïdes, que ce soit dans l'escalade ou dans la désescalade, ça va nous faire qu'on va diminuer au grand maximum l'utilisation des bronchodilatateurs de
cours de rédaction et donc de secours. Et je vous remercie vivement pour votre attention, toujours honoré d'être parmi vous. S'il y a des questions, donc je reste à disposition. Merci encore. Alors, merci, Dr. Psila Nassar, pour votre exposé extraordinaire, très bien, bien détaillé. On remercie aussi Laboratoire GSK pour sa participation pour une formation continue. Merci beaucoup. Merci à vous. Je remercie toute la salle. Merci.